BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business. On va essayer de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe dans le monde. Et justement, on va quand même aller faire un tour au Moyen-Orient puisqu'on va voir que la tech est prise pour cible par justement l'armée iranienne. Ce sont des data centers qui sont bombardés à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis. Et on va essayer de comprendre quelle peut être la réaction justement des géants de la tech. On parlera aussi de ce nouvel épisode, vous savez, de Anthropic qui est prise de bec, enfin plus que ça avec le Pentagone. On essaiera de comprendre ce qui se passe parce que là, c'est le patron de Palantir qui s'est exprimé. Et puis, de dernière partie d'émission, on va recevoir les 4 finalistes de la catégorie environnement et énergie. Vous savez, c'est bientôt Tech for Future. Ce sera présenté par François Sorel. Ce sera le 13 avril. Eh bien, 4 startups seront là parmi nous. On va parler de biorésine, on va parler de biodéchets. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Mais tout de suite, retour sur l'actualité avec nos débriefeurs. Tech & Co, la quotidienne, c'est parti jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, une semaine riche sur la tech. On va évidemment reparler dans un instant de cet épisode, je ne sais pas si l'épisode 3, 4, 5 de Anthropic avec le Pentagone, parce qu'il s'est encore... voilà, là c'est le patron de Palantir qui a pris la parole et qui a dit « mais moi je vais continuer à travailler avec l'armée, à utiliser Claude d'Anthropic ». Donc on va revenir dessus, savoir un peu qu'est-ce que ça peut provoquer derrière tout ça. On va déjà enchaîner par notre premier sujet qui sera la tech, qui est une cible évidemment. Ça devient une infrastructure critique, les data centers, au même titre que les centrales électriques, au même titre que tout ce qui peut alimenter donc en énergie ou en eau les populations, bien les data centers. Et donc au Moyen-Orient, où se déroulent évidemment les événements tragiques que l'on connaît, eh bien la tech aussi est concernée. Et puis on reviendra sur, on a pas mal de sujets. On reviendra aussi sur Amazon qui lève des fonds. On reviendra, tiens, on se dit mais quand est-ce que ça va arriver en Europe? Uber qui prévoit de développer des robots taxis à Tokyo avec Nissan, et nous, on est toujours en train de regarder. Il va y avoir un peu en Angleterre, il va y avoir un peu en Suisse, mais en France, justement, l'avis de nos débriefeurs. Et puis, voilà, ça va déjà être pas mal de choses déjà avec nos débriefeurs du jour. Fanny Bouton. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Directrice du Quantique chez OVH Cloud. On parlera d'ailleurs de la nouvelle architecture quantique d'IBM en fin d'émission. Donc, tu t'occupes de toutes ces startups, de tout cet écosystème quantique, parce qu'évidemment, OVH Cloud a des serveurs dédiés au quantique. Et donc, voilà, l'occasion de faire vivre tout cet écosystème. Avec nous également Salim Nassur. Bonsoir Salim. Bonsoir. Fondateur de Mars, donc qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale par l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui c'est... Et leur transformation humaine aussi. Et leur transformation humaine, oui. Et là il y en a besoin. Et je pense que 2026, il faudrait qu'on parle davantage de cette transformation humaine d'ailleurs, parce qu'elle est importante. Et avec nous, on est très heureux de le retrouver, Yves Maître. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être avec nous, operating partner chez Jolt Capital. Nous sommes ravis, puis tu as longtemps dirigé des entreprises chez Orange et puis d'autres chez HTC. Donc tu connais, comme vous trois, évidemment, vous connaissez parfaitement ce secteur. On démarre. Fanny, tu avais parlé de ce sujet-là, les data centers considérés comme des cibles militaires au Moyen-Orient. On s'en doute, je le disais, c'est une infrastructure critique. Mais là, c'est Amazon qui a eu 2 data centers aux Émirats Arabes Unis, un à Bahreïn, et puis bon, il va certainement y avoir... Là, ce soir, je crois que c'était un immeuble de... Alors, non, c'est des militaires américains, mais on peut imaginer que les immeubles d'Amazon, de Microsoft peuvent être des cibles potentielles pour pour la garde républicaine, les Iraniens, pardon. Ouais, oui. Non, clairement, c'est les data centers, ça devient un enjeu stratégique. On sait, en cas de guerre, qu'est-ce qu'il faut, c'est couper les communications, les vivres, etc. Et là, la donnée, ça devient stratégique aussi. Et en plus, maintenant, il y a les drones pour viser ça, pas que les missiles. Donc, ça simplifie la tâche. Et voilà. Donc, c'est vraiment intéressant intéressant. C'est un peu triste aussi, mais c'est clairement intéressant de voir que ça y est, ça se produit et que ils arrivent à localiser ces zones-là, les data centers, que du coup, il faut savoir garder certaines données stratégiquement à des endroits qui ne sont pas connus. Oui. Et ça aussi, ça devient un enjeu. C'est où mettre un data center qui se voit quand même en général. Donc voilà. Surtout, je ne sais pas, Salim, on imagine que dans ces régions-là, on le dit, tout autour, Dubaï, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, tout le monde se disait
avant que justement le ciel nous tombe sur la tête, non, on se sentait plus ou moins à l'abri. Donc du coup, les data centers étaient forcément dans des lieux connus, tout ça. Or aujourd'hui, voilà, on se rend compte qu'il aurait sans doute fallu les mettre dans des zones plus secrètes. C'est clair que là, il y a un vrai tournant stratégique, en fait, à la fois dans la façon de faire de la guerre. Je ne suis pas un spécialiste de la guerre, pour le coup, heureusement. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Fanny, c'est que, notamment par rapport à Dubaï, moi j'étais encore il y a quelques mois, on se disait tous, c'est un endroit hyper safe, enfin hyper sécurisé, il n'y a pas de crime, il n'y a rien. Et pour le coup, c'était vrai pendant toutes ces dernières décennies. Et là, aujourd'hui, c'est très surprenant, tu vois, notamment, moi je vais faire avec des activités prévues là-bas, si tu veux, tout était au point mort. Mais surtout, en fait, les data centers, mais que ce soit à Dubaï ou même si ça nous arrivait ici en France, ils ne sont pas prévus, en fait, pour être défendus. Ils sont hyper sécurisés pour pas que tu puisses y accéder. Il y a des câbles, il y a des caméras, des pirates, tu fasses des attaques anti-DDoS. Dans les data centers Google, à l'époque où j'étais là-bas, il faut que tu aies une protection biométrique avec ton iris, etc. Mais il n'y a rien qui est prévu contre une attaque de drone. Donc, comme tu disais, en fait, c'est une cible qui est facile. Dans les guerres, auparavant, on visait les raffineries, on visait les ports. Maintenant, on vise un data center parce que forcément, quand tu vises un data center, tu cloues l'industrie et l'économie du pays qui est autour, en fait. Ça veut dire, Yves, dans les entreprises aujourd'hui, il faut travailler alors à la fois sur des plans, alors évidemment tout le monde a des plans de reprise d'activité, des plans des gestions de crise, mais c'est des crises dont on n'a pas l'habitude, évidemment. On doit apprendre à travailler, à savoir détruire ces données quelque part, se dire tiens là, ce data center, on risque d'être corrompu, donc détruire ces données, faire du nettoyage aussi. Enfin, il y a pas mal de choses auxquelles les entreprises doivent penser en ce moment. Alors, oui, au-delà de la destruction pure et dure du data center, mais se dire, non pas qu'il tombe aux mains des ennemis, mais se dire, tiens, peut-être que je vais commencer à nettoyer. Personne ne met, quand on prend un contrat, par exemple chez OVH, mais toi, qui travailles chez OVH, tu pourras l'expliquer plus clairement et plus facilement que moi, mais toutes les données sont dupliquées. C'est-à-dire quand on met des données dans un data center, on n'a pas toutes ces données sur un disque dur dans un endroit. Donc il y a une répartition des données d'abord dans le data center et dans plusieurs data centers. C'est-à-dire que si un data center est détruit ou tombe en panne, parce que ça arrive, c'est juste la vie normale des animaux, il y a une panne, les entreprises continuent à travailler. Donc il y a une redondance, on appelle ça une redondance des données qui sont réparties, donc répartition, redondance des données, qui font qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs data centers, un phénomène de pas de chance, qu'il y ait plusieurs data centers attaqués en même temps, et juste, s'il y en a 3, par exemple, c'est juste sur ces 3-là que ça tombe. Parce que généralement, il y a une redondance sur 3, sur 2, mais généralement sur 3. Les fameuses nouvelles zones 3AZ qu'on construit et qui permettent d'avoir au moins 3 localisations. Et après, en effet, ça fait partie du choix stratégique des entreprises de justement faire dupliquer ces données, d'avoir ce qu'on appelle un plan de PRA, un plan de recouvrement des données. C'est hyper important. Mais du coup, c'est aussi... Est-ce que je dois mettre tous mes œufs dans le même panier ? Est-ce que je dois être multi-cloud ? Est-ce que je dois être souverain ? Quel type d'infrastructure ? Est-ce que je dois avoir du on-prem ? Et tout ça, c'est hyper important. Et on se rend compte qu'avec ce type de nouvelles attaques, ça va rebattre les cartes encore et que ça montre que c'est important de savoir où sont nos données stratégiquement. Et moi, j'ai discuté avec des entreprises qui sont installées, alors évidemment, vous imaginez dans quel secteur, mais qui sont installées même en Iran et qui me disent, oui, nous, on a des plans de nettoyage, on a des plans de destruction. Si leur bâtiment est réquisitionné, ce genre de choses, Salim, ton regard par rapport à ça. En fait, c'est là où tu vas voir qu'on pensait qu'on était dans une accélération des investissements et je pense que ça va accélérer encore plus parce que là, le sujet devient vraiment hyper critique. Tu vois, c'est comme un moment où il y avait la Russie qui essayait de couper des câbles sous-marins. Oui. Tu vois, donc là, aujourd'hui, tu te rends compte que le débat il est vraiment en train de se déplacer on pensait que la guerre allait être cyber-économique avec des attaques cyber. En fait, elle redevient très, très physique, en fait. Et donc, tu te dis que là, si aujourd'hui, tu dois commencer à avoir des data centers que t'enfouis sous terre comme des bunkers, après se pose le problème du water cooling et du refroidissement. Et de la maintenance. Après, on parle d'en envoyer dans l'espace ou d'en mettre dans la mer. Tu comprends mieux un Elon Musk et compagnie quand ils se disent finalement, je vais mettre
mon data center dans l'espace, parce que non seulement je serai plus proche d'une source solaire, donc ça va me générer de l'énergie. Bon, après, il faut voir comment il refroidit, parce que forcément, ce sera un peu plus chaud. Mais surtout, tu te dis, si tu as, comme un Elon Musk, arrive à mettre des data centers dans l'espace et que tu as toute ta constellation avec Starlink, tu te mets beaucoup plus à l'abri que quand tu es sur Terre, où tu peux te faire tacler par un drone avant qu'un drone aille te chercher. Ça pourrait accélérer des usages. Ça va accélérer aussi la course à l'espace pour moi. Je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire à nos auditeurs et téléspectateurs. Un data center d'AI, c'est à minimum, quand on fait un truc qui tient un peu la route, 500 mètres de long sur 200 mètres de large. Ouais, okay, ça se ce qui veut dire que quand on fait le tour, on a fait 1,5 km. Okay, donc, voilà, quoi, ça veut dire qu'en gros, on fait 3 tours en 1 heure, quoi, pas plus. Hein, donc, c'est pour donner un peu les dimensions. Donc, enterrer un data center ou le cacher ou le protéger complètement, c'est pas si simple. Mais ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, je pense que les auditeurs se disent, mais pourquoi il y a des data centers dans ces pays-là? Parce que quand on va à l'école et qu'on est un bon élève en 3e ou en seconde, on apprend une chose, c'est que pour des data centers, il faut de l'eau pour les refroidir et il faut pas que ce soit dans un pays chaud. Et s'il fait plus froideur, c'est quand même mieux. Voilà, on a tous compris que l'Arabie Saoudite, c'est exactement le pays du désert où il fait chaud et où il n'y a pas d'eau. Ils veulent faire les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, ils veulent faire les Jeux Olympiques d'hiver en plus. Donc on se dit, attendez, stop, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi on est allé mettre des data centers juste où il ne faut pas le faire. Et la raison, c'est l'énergie. Parce que le problème, bien sûr, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est le refroidissement. Mais s'il n'y a pas d'énergie, ça ne chauffe même pas. Or, l'Arabie Saoudite ou les Émirats, qu'est-ce qu'ils ont? Du pétrole. Et du pétrole pas cher. Donc ça permet d'avoir de l'énergie et donc de faire tourner les data centers à des coûts qui sont très faibles. Donc, attaquer les data centers, le data center est une arme, puisque toutes les armes, c'est un bout des armes, puisque toutes les armes maintenant utilisent du software et donc de l'AI. Deuxièmement, c'est attaquer l'infrastructure. Et troisièmement, d'un point de vue géopolitique, c'est de dire, vous avez vu, certes, ils ont du pétrole pas cher, mais la protection, elle n'est pas forcément là. Donc, il y a de la part des Iraniens plusieurs messages qui sont portés à travers cette attaque. Et je pense que, en effet, ça va reposer des questions sur la sécurité des data centers et sur les localisations des data centers. Parce qu'on s'aperçoit que, certes, l'énergie, c'est bien, mais quand on a mis quelques milliards, que le data center, quelques dizaines de milliards, et que le data center est cassé par un drone à 20 000 euros, ça fait quand même mal, quoi. Hein. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, après, pourquoi ils en mettent aussi dans ces régions-là? C'est parce que, comme tout le monde, ils veulent avoir de la souveraineté. Là, ils ont des sujets, ils veulent plus que leurs données. Alors là, ce sont des data centres de chez AWS, mais ils ont des envies d'infrastructures propres et de s'agrandir. C'est comme tout le monde, on se rend compte qu'il ne faut pas se faire couper les robinets de la donnée par les Américains. Et donc, ils sont en train aussi d'essayer de construire. Donc là, ça peut refroidir ça en se disant, mince, où est-ce que je mets mes données? Allez, un dernier mot. En fait, c'est juste pour reboucler, finalement, on revient au début de l'Internet, en fait. Quand on regarde, ARPANET, à la base, c'était un réseau militaire, justement, qui était décentralisé au cas où il y avait une guerre. On revient là-dedans en se disant, écoute, il y a ce cloud, est-ce que toutes nos données sont safe? On se rend compte ça reste safe, mais ça reste fragile. Alors, on va rester dans l'univers un peu militaire, puisque vous avez suivi certainement, surtout si vous regardez Tech & Co, je vous conseille de regarder les dernières émissions, notamment celle d'hier soir avec François Sorel, le débrief là, sur le nouvel épisode, le Pentagone contre Anthropic. Donc, pour rappel, Anthropic, Claude Anthropic était utilisé par les militaires du Pentagone, mais seulement Anthropic avait mis 2 clauses, que leurs outils ne servent pas à la surveillance de masse, et puis l'autre clause, c'était ils ne servent pas à créer de nouvelles armes et tout ça. Et le Pentagone a dit attendez, on est clients. Les Américains, surtout avec ça, ils sont habitués à ce que les gens de la tech, c'est un peu le budget de l'armée qui a lancé la Silicon Valley quelque part, puisque c'est qui poussait ça à l'époque. Pas habitué à ça, donc ça a mis l'administration Trump dans une colère folle en disant non seulement on va les sortir, mais on va les placer sur une liste noire. Et là aujourd'hui, c'est le patron son prénom Karp, comment il s'appelle, Anton Karp, non. Alex Karp. Alex Karp, pardon pour avoir écorché son nom, le PDG de Palantir, donc exploitant de données. Il s'exprime aujourd'hui, c'était aujourd'hui sur CNBC. Il a dit très clairement, écoutez, moi je vais qu'utiliser liste noire ou pas liste noire, moi je vais continuer d'utiliser Claude
Anthropic, même avec mes applications qui sont utilisées par le Pentagone. Alors il faut savoir que si on revient en 2024, c'est un accord qui avait été signé entre Anthropic, Palantir et Amazon pour utiliser des services web avec le ministère de la Défense. Et puis lui, il a décidé de faire fi de tout ça et de dire moi je vais continuer à utiliser. Comment on voit ça? Je ne sais pas qui veut commencer. Fanny. Écoute, j'en perds mes idées au fur et à mesure. Non, ce qu'il y a d'intéressant, alors tu disais c'est pour surveiller les masses. C'était pour surveiller les masses. Anthropic a dit pas les Américains, oui, pas les Américains, mais par contre les autres. Oui. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. C'est finalement on peut Palantir, nous on peut continuer à utiliser tout ça à l'extérieur. C'est pas ça contrecarre pas finalement ce que dit Anthropic. Donc là-dessus on peut. Voilà. Donc c'est un petit peu détourné. Après forcément on change pas et on n'arrête pas un logiciel qui a été installé, qui est utilisé du jour au lendemain. On sait tous comment c'est difficile de faire du rétro-feedback quand on utilise des voilà. Donc ils peuvent pas le faire comme ça du jour au lendemain, même si le président Trump le dit. Donc ça a une certaine logique et il l'assume publiquement. Et puis ça montre que c'est pas si simple. Hein, mais donc voilà, je pense que c'est ça qu'il y a d'intéressant. Yves. Non, mais d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que comme d'habitude, la première victime dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Okay. Donc on ne sait plus où est la vérité. Ce qui est sûr, c'est que Anthropic a un logiciel qui s'appelle Cloud et qui est probablement dans son domaine, c'est-à-dire sa capacité de faire lui-même du software, c'est-à-dire de coder lui-même, c'est a priori, et tous les experts le disent, le meilleur au monde. Donc en effet, le Pentagone l'utilisait, en effet, Palantir l'utilise, en effet, des tas de sociétés, puis tous les y compris dans l'armement, utilisent forcément les meilleurs logiciels, et c'est celui-ci, dans ce domaine-là, j'entends. Et évidemment, le fait que Anthropic se heurte avec le Pentagone dans un moment critique, puisque un moment de guerre, alors après on pense ce qu'on veut de la guerre, mais en attendant c'est une guerre, ok. Évidemment quand il y a une opposition frontale comme ça, ça c'est compliqué, hein, tout ça est compliqué. Palantir, comme tu le faisais remarquer Fanny, n'a pas les moyens de switcher ou de changer de type de logiciel du jour au lendemain, parce que ce n'est juste pas possible. Ouais, que sa plateforme, il dans le temps, d'autres grands modèles, mais évidemment, mais dans le temps, ça va prendre du temps. Pour optimiser. Donc il a une obligation quelque part de défendre Anthropic. Bon, ça c'est la partie officielle, carrée, classique. Puis il y a une deuxième partie, c'est quand même des questions d'éthique. Je veux dire, aujourd'hui, et c'est un vrai souci, y compris pour le monde entier, pour les démocraties, mais pas uniquement. Mais bien sûr, nous, Français qui sommes dans une démocratie, c'est un vrai souci. C'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire contre ses ennemis, ça on commence à le savoir, mais contre nous-mêmes. Et l'espionnage ou la surveillance de masse de ses propres citoyens, ce sur quoi Anthropic se dresse en disant « ça jamais avec nous », c'est une vraie question que j'aimerais bien qu'on se pose en France. Le fait d'Anthropic qui dit « je ne veux pas qu'on utilise mon software pour que ce soit un robot qui tue sans qu'il y ait une décision humaine », c'est aussi une vraie question. J'aimerais bien qu'on se la pose en France et aussi en Europe. Donc quand même, ça fait à peu près 3 ans que l'intelligence artificielle est arrivée. Générative, en tout cas. Générative. Oui. Ça fait déjà plus que ça que beaucoup d'associations dans le monde entier. 2018, il le rappelait hier soir dans le débrief, 2018, c'est les employés de Google qui ont dit attention, alors c'était pas l'IA, c'était les robots, mais on veut pas que ce soit utilisé par l'IA. Et moi, ce qui me surprend, c'est de dire, mais comment on a fait pour attendre, en l'occurrence 2018 à maintenant, ça fait quand même 8 ans, pour se poser la question éthique sur des armes pilotées par des ordinateurs. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être réglé au niveau national, parce que si le pays, mettons, les États-Unis le font et pas la Chine, évidemment, la Chine est en position de faiblesse, ou vice-versa, ou réciproquement. Et donc, c'est vrai que ça va nécessiter, et c'est urgent, de porter ces sujets sur des instances internationales que Trump détruit allègrement. Ouais. Donc on a un vrai problème éthique mondial qui est le problème quelque part de la bombe atomique, et on est en train de refaire les mêmes bêtises. Microsoft soutient Anthropic, alors plus dans la partie liste noire, on va dire. C'est pas l'histoire et ils soutiennent Anthropic, le fait que Anthropic était passé en liste noire, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus être utilisée par tout un tas d'entreprises américaines. Là, Microsoft a apporté son soutien, voilà, parce qu'il dit que là aussi il y a une histoire de liberté, de commerce, etc. Salim. Moi, je suis forcément peiné par tout ce qui se passe, étant dans la tech comme vous depuis très longtemps.
À la base, on n'était pas parti pour ça. C'était un truc un peu sympa avec des gens un peu cool dans la Silicon Valley. Cultiver les gens, donner accès au savoir, se rendre rencontrer. l'information accessible à tous. Bref, pour le meilleur de l'humanité. Et ça fait déjà un moment où je dis que ça part en vrille cette histoire en fait. Mais là où je te rejoins pas forcément, c'est que au contraire, l'Europe, la France, et notamment au travers de l'IA Act, on avait ça vraiment à l'époque présent à l'esprit. Et je me souviens même sur ce plateau, quand l'IA Act a été ratifié, j'ai dit, mince, j'aurais dû venir avec une bouteille de champagne. Et tout le monde... Tu peux toujours, hein. Ouais, mais après l'émission. Tout le monde, avec modération. tout le monde m'est tombé dessus en me disant, non, mais ça va bloquer l'innovation, etc. Mais dans l'IA Act, c'est écrit, on ne peut pas avoir de surveillance des populations. C'est écrit, on ne peut pas donner à une IA une décision pour avoir... appuyer sur le bouton. Voilà, pour appuyer sur le bouton. D'ailleurs, on parle là du appuyer sur le bouton, ça peut être appuyer sur le bouton de la bombe, mais ça peut être pour les consommateurs appuyer sur le bouton du paiement. Hein, parce oui, que bien sûr. aussi, Mais donc, il y a une surveillance qui a été pensée à l'avance. À l'époque, où on disait oh ben non, nous, on réglemente. Et je l'ai dit d'ailleurs, c'était la première fois où j'étais content qu'il y ait des réglementations par rapport à ça, parce qu'on se rend compte aujourd'hui de façon claire que ça devient dangereux. Et ça, oui, je suis désolé, et je l'avais dit d'ailleurs aussi à l'époque, c'est que tout comme la bombe atomique, et je pense que c'est plus dangereux que la bombe atomique, parce que là, on parle de faire la guerre, mais on peut même avoir des questions sur l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire après d'avoir cette IA. Par rapport à ça, il n'y a pas de ratification mondiale, donc il y a des sommets qui ont essayé de se mettre en place, mais qui ne contrôlent pas. Et on est dans une course. On n'est pas loin de Wargames. Moi, j'essaie de lever une petite idée. Il faudrait que je trouve les bons relais. C'est de dire, mais on devrait, nous, dérouler le tapis rouge à Anthropique. On devrait en profiter pour dire Anthropique, mais venez chez nous. Attention, parce que dis-toi que oui, mais tu ramènes les centres de développement. Non, mais Anthropique, c'est des malins aussi, parce que quand ils te disent que non, Trump, machin, tout ça, c'est comment attirer des talents, comment trouver des nouveaux clients, etc. Et je peux t'assurer qu'au final, ce ne sera pas les plus gentils de l'histoire. Oui. Non, mais c'est pour ça que par rapport à ce que tu dis... Il est marrant, Dario, mais c'est pas le plus gentil de l'histoire. Ouais, mais c'est pas forcément le plus gentil, mais je trouve qu'aujourd'hui, nous... on a Mistral. On n'a pas besoin d'Anthropique. Pourquoi pas. Ça fait des années qu'on en parle. J'étais très pro tech américaine, si tu veux. Aujourd'hui, non, là, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment travailler avec des OVH, avec des NumSpot, avec des... et peut-être même pas avec des Sens, pardon pour eux, mais il y a quand même du Google derrière, parce que ça devient un enjeu stratégique pour notre pays, pour ça commence, beaucoup d'entreprises, voilà. ça y est. C'est vraiment de se dire comment on arrive à s'affranchir de ça, même si parfois on va un petit peu moins vite, parce que ça devient hyper critique. Et je suis complètement d'accord avec toi, Claude, et en tout cas Anthropique, il y a un discours de façade, ça reste quand même une boîte américaine qui est quand même très pluguée avec le... moi, je coupe les ponts et puis je leur dis, allez, juste pour revenir... Yann Lequin, là, tu vois, qui vient de lever aussi. On a peut-être un bon qui est reparti aux États-Unis enseigner. Voilà, il y a quand même un pont. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, donc 2018, il y avait ce fameux projet Maven chez Google, et j'étais là, où c'est la première fois où il y a une grosse grève chez Google, parce que justement on s'était rendu compte que l'IA sur laquelle c'était 5 à 6 000 personnes c'était la première fois c'était la plus grosse grève chez Google, parce qu'à un moment on s'est rendu compte que oui, en fait, l'IA qui était développée chez Google servait à équiper des drones qui pouvaient justement faire la surveillance sur le grand public, et tu te dis, mais en fait non, on n'est pas venu pour ça, et donc à un moment, donc il y a eu bataille en interne, je peux le dire maintenant, et finalement Google a laissé tomber le projet, et c'est un autre des big tech qui a récupéré le projet. Donc aujourd'hui, avoir ces grosses boîtes qui maîtrisent ça et qui donnent ça à l'armée, c'est dangereux. Voilà, il faut le savoir. Dernier petit sujet, enfin gros sujet, parce qu'on parle quand même de dizaines de milliards. Yves, c'est toi qui l'avais repéré. Donc Amazon a encore besoin de lever 37. Alors il lève 37 milliards aux États-Unis, 14 en Europe. Pourquoi il lève? Alors c'est une levée à travers une émission d'obligations, etc. Alors, il y a deux questions. Pourquoi par émission d'obligations plutôt que d'augmentation de capital? Ça, c'est assez classique. Il y a pas de, ils n'ont pas de difficultés financières. Ils ont une capacité de lever de l'argent. Honnêtement, pourquoi faire de la dilution? Pourquoi perdre du contrôle de sa boîte? C'est absolument normal, ou c'est absolument logique. Il n'y a pas de norme au sens juridique du terme, mais c'est absolument logique qu'on le fasse par une dette plutôt que par une augmentation de capital. Donc là, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'anguille sous roche, c'est la normalité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent?
Quand on lève 45 milliards, objectivement, on peut s'acheter une belle voiture, quoi, déjà. Ouais. Une très belle voiture. Très belle voiture. Bien. On n'a pas les mêmes standards. Ouais, avec un beau data center. Un beau data center. À l'intérieur. Et voilà, c'est parce qu'il faut des beaux data centers. Non pas parce qu'on les bombarde et qu'il faut en reconstruire, c'est que la demande, il en faut encore plus, mais la demande, elle est juste énorme. Qu'un data center, c'est un gros data center, c'est plus d'une dizaine de milliards, quand on parle en gigawatts de data center. Donc, c'est des sommes colossales. Et les 50 milliards qu'ils vont lever, ça ne va pas leur faire 50 data centers. Ça va leur faire 4, 5, 6, 7 data Alphabet a fait centers. le même type de levée il y a quelques mois. Aussi. Oui, Alphabet. Et Oracle aussi, je crois. Voilà. Et donc, juste, je termine. Aujourd'hui, il y a aussi les particuliers et les fonds qui ont une appétence pour placer leur argent dans de la dette. Okay, donc, il y a une demande de dette des deux côtés. Donc, le marché s'équilibre assez bien. Une question sous-jacente, c'est est-ce qu'il n'y a pas une bulle de la dette qui est en train de se créer ? Et ça, c'est, je pense, une vraie question. Et cette bulle de la dette, en ce moment, elle est quelque part liée à la bulle de l'AI. Oui. Et c'est vrai que certaines personnes se disent on est en train de créer une bulle de l'AI au sens large. Et si ça doit casser, où est-ce que ça casse ? Certains vont dire c'est Nvidia, d'autres c'est OpenAI, etc. Il y a des gens qui disent c'est pas du tout là-bas que ça va se passer. C'est sur la bulle de la dette. Ouais. Et donc, en effet, ça contribue à la bulle de la dette. Rappelons-nous, il y a 2 ans, quand Sam Altman commençait à sortir du bois, enfin certains le connaissaient depuis Y Combinator, mais quand il est vraiment sorti du bois avec OpenAI, un jour, quand il avait dit « j'aurais besoin de 7 000 milliards », tout le monde s'est dit « complètement fou ». Puis aujourd'hui, on se dit « oui, finalement, on n'est pas loin ». Non, et comme tu dis, c'est à les data centers, mais ils ont aussi une garantie de devoir normalement mettre toute l'électricité qui va générer. Donc, ils doivent aussi créer les centrales, ou en tout cas... 10 à 12% de l'énergie américaine serait énorme, et ça, ne doit pas impacter, du coup, Trump l'a demandé, la consommation des Américains, du grand public. Donc, quand on construit un data center, on doit pouvoir garantir qu'il va recevoir l'électricité nécessaire. Donc, il faut construire soit la centrale, soit en tout cas le barrage, tout ce qu'il faut pour générer l'électricité. Donc forcément, ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas anodin. Donc voilà. Mais on est en train de changer complètement de l'ère de l'investissement et l'emprunt logiciel à vraiment de l'emprunt industriel à grande échelle, quoi. Juste pour corroborer ce que tu viens de dire, Fanny, encore une fois, pour donner des ordres de grandeur, un data center d'1 gigawatt aujourd'hui, Elon Musk fait des 1,2, 1,4, mais 1 gigawatt, on y arrive. Okay, donc, c'est le data center de 2030, 2032. C'est un cœur de centrale nucléaire, quand même. Juste pour alimenter le data center. Il faut se rendre compte, la cheminée de refroidissement d'un data center d'1 gigawatt, c'est aussi gros qu'une cheminée de refroidissement d'une centrale nucléaire. Donc, vous voyez les sommes qui sont impactées là-dedans. Dernier mot là-dessus, Salim ? C'est assez drôle, parce qu'en fait, ce matin, sans parler des sujets, mais j'étais avec des gens de chez Total Energy, où on parlait de ces sujets-là, justement. Et c'est assez fou de voir les investissements qui sont mis dedans. Si on revient 10 ans à peu près en arrière, quand on annonçait un investissement de 30 milliards, c'était un truc qui était colossal. Oui. Tu vois, je me souviens, on a annoncé ça chez Google, c'était énorme. Aujourd'hui, tu as l'air d'un pauvre quand tu fais 30 milliards. On entend, il y a le cas 1 milliard, on se dit, super, mais quelque part, tu dis, mais c'était des milliards. Mais tu vois, par exemple, on en parlait encore ce matin, l'année dernière, quand le projet Stargate aux États-Unis a été annoncé, c'est 400 à 500 milliards d'investissements qui sont colossaux. Et donc, on est aujourd'hui dans une nouvelle course à l'armement, mais c'est à l'armement technologique, où on n'a jamais connu ça, en fait, de la mémoire de l'humanité. Autant d'investissements dans si peu de temps, sur autant de ressources, c'est un truc qui est assez dingue. Donc, est-ce qu'à un moment, on va être dans une bulle ? Moi, je dis toujours, c'est pas tellement la question. C'est, en gros, qui, à un moment, aura la plus grosse et la meilleure infrastructure ? C'est celui-là qui va gagner, parce qu'il va pouvoir développer ses systèmes d'IA et il va pouvoir aller plus vite que les autres. Et cette bulle de la dette, on va suivre ça. Merci à tous les trois. Vous restez bien entendu avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va parler taxi robots. On va parler des entreprises chinoises qui interdisent OpenClaw. Et puis, on reviendra sur les hackers. Ils sont des menteurs. Bah oui. Et c'est l'ANSSI qui nous dit ça. Ah bon, les hackers ne sont pas honnêtes. C'est bizarre. Surtout sur BFM Business dans un instant. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on a parlé évidemment de cette première demi-heure d'intelligence artificielle avec ces investissements colossaux encore d'Amazon, enfin cette levée de fonds de dette. On a parlé des data centers aussi qui sont bombardés. Et oui, ce sont aussi des infrastructures critiques. Et puis, on est revenu sur évidemment le nouvel épisode de cette bataille entre Amazon et Anthropic. Là, on va parler d'un sujet sérieux avec Fanny Bouton, directrice du Quantique chez OVH Cloud, Yves Maître, operating partner chez Jolt Capital, et Salim Nassir, fondateur de Mars, avec 2A. Uber qui prévoit un essai de robotaxi à Tokyo avec Nissan et le britannique Wave. Wave, tiens, qui a signé avec Stellantis justement pour... il y a Stellantis, il y a Mercedes, Nissan, Nvidia et Uber avec ce britannique, c'est une société britannique Wave, hein, alors qui ne fait pas de la cartographie. Hein. Lui, il regarde l'environnement et puis c'est comme ça qu'il aide la voiture à conduire, à se diriger. Et bien là, c'est Wave, Nissan et Uber à Tokyo. Alors tant mieux, mais on se dit, et nous l'Europe? Enfin, Salim, regarde, je commence avec toi. Par quoi on commence? Moi, en fait, c'est rigolo parce que j'en parlais l'autre jour avec une boîte et je suis toujours étonné que les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer, en fait, cette automatisation, notamment sur les voitures. Oui. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans déjà, j'étais sur le plateau et je montrais, j'avais amené mes enfants à San Francisco, on utilisait Waymo, donc la voiture autonome de Google, et c'est presque rentré dans les mœurs là-bas. Aujourd'hui, donc ça arrive à Tokyo. Nous, il y aura en pseudo-Europe, en tout cas à Londres, il y a Waymo qui est en train d'arriver sur cette année, mais quand même, toujours, on est en train de se dire, bah non, ça va pas se passer. Tu vois, non, ça n'arrivera pas à Paris. Si, la réalité, c'est que ça va arriver petit à petit. Et il y a une grosse course qui est en train de se mener. Donc, il y a effectivement Wave et Nissan. Mais la vraie course, aujourd'hui, elle va se jouer vraiment entre Tesla et Google. Donc, Uber essaie de revenir dans la course, sachant que, juste petit détail, il y a un moment, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu du pillage industriel de Uber il y avait chez Google, justement, exactement, qui avait pris un maximum de données, donc ils avaient été interdits d'avancer, donc ils ont pris du retard. Là, ils essaient de revenir. Qui pousse ses pions, ils en ont parlé rapidement hier soir, Zoox, donc d'Amazon, qui pousse ses pions. On l'a utilisé à Las Vegas pendant le CES. En Chine, Apollo-G, c'est ça? Tu les connais, Apollo-G? Non, je ne connais pas. Parce qu'ils disent qu'Apollo-G, voilà, c'est une des entreprises qui pousse aussi ces taxis. Mais juste un dernier point là-dessus, parce que moi, ça me... En fait, enfin, moi j'adore la tech, vous le savez tous, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'en fait, les gens ne voient pas, et notamment les chauffeurs de taxi. J'ai toujours cette blague quand je monte dans un VTC, je lui dis, qu'est-ce que tu as prévu après? Et il me dit quoi, après la course? Je lui dis non, quand tu n'auras plus de job. Et en fait, c'est en train d'arriver, mais les gens ne le voient pas arriver. Et une boîte comme Uber, qui est en train de se faire un peu partout, et particulièrement en France, se faire requalifier pour des emplois déguisés, bah évidemment qu'ils se mettent à fond sur cette partie-là, parce que là, quand tu n'as plus de chauffeur... Bah, alors qu'aux États-Unis, on l'a déjà dit ici, mais quand on a discuté avec des vrais chauffeurs de taxi, quand on en prenait, parce qu'on ne prenait pas que de l'autonome au CES, et ils disaient, oui, bah, c'est la tech, c'est l'évolution. Bah, exactement. Mais tous, ils nous ont dit, il va falloir qu'on s'adapte. Alors, il y a moins de syndicats, c'est un autre contexte. C'est souvent des gens issus de l'immigration, donc voilà, c'est compliqué de trouver des jobs là-bas, quoi qu'on le dise. Mais tous, ils nous ont tous dit, oui, bon, on va s'adapter, on verra. Exactement. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que les villes comme Tokyo et le Japon, ce sont des villes avec des taxis et pas n'importe quel taxi. Ce sont des taxis nickel avec les chauffeurs ont des gants. C'est très, tu vois, scénarisé. Mais comme on peut l'imaginer. Non, mais c'est magnifique, tout est propre, etc. C'est nickel. Mais c'est le problème aussi de la population vieillissante. C'est un métier où ce sont des personnes qui commencent. Il n'y a pas de jeunes forcément qui reprennent ces métiers-là. Et c'est important. L'autre truc intéressant, c'est qu'ils ont très peu d'immigration là-bas pour alimenter. Puis la relimite, là dernièrement politiquement, on a vu, il y a eu des vagues de contre-immigration, ça se passe pas bien, l'intégration d'autres communautés, ils sont très attachés à leurs habitudes et ils n'aiment pas le bruit dans les transports en commun, ils n'aiment pas les gens qui téléphonent avec le haut-parleur, etc. Ils ont des règles de vie qui sont très agréables à vivre quand on y est d'ailleurs. Moi, j'adore aller en vacances là-bas parce que justement, tout est simple, il n'y a pas d'agression, tout va bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces villes-là sont aussi des grandes villes comme aux États-Unis, avec des grandes rues perpendiculaires. Tokyo, à part certains quartiers à l'ancienne, c'est quand même assez, on va dire, perpendiculaire, rectiligne, horizontal. Donc ça va bien à la voiture autonome. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Uber est en train de déployer sur 10 villes, a prévu 10 villes, dont Londres. Et Londres, ça ressemble quand même un peu plus au bordel au bazar parisien. Et je pense que quand on dit ça ne viendra pas à Paris parce que c'est compliqué
etc. Il suffira de mettre des quartiers où on ne met plus de voitures et de vélos, en tout cas de choses qui sont qui ont des comportements un petit peu erratiques. Si on met que des voitures autonomes, en fait, ça se passera bien parce qu'elles communiquent entre elles, elles ont tout ce qu'il faut, et en effet, ça fonctionnera aussi dans Paris. Mais c'est un autre stade. Nous, c'est aussi toujours ce problème juridique. C'est contre qui on se retourne, et c'est limite ça le plus gênant. C'est pas la technologie, c'est comment est-ce que légalement on se retournera contre quelqu'un, et nos assurances sont beaucoup plus casse-pieds que les américaines. Yves. Alors moi, ça, c'est mon sujet qui me fait monter dans les tours. C'est joli. C'est gentil. Mis en premier. C'est gentil. Tu prends soin de ma santé, ça fait plaisir. Je vois ça. J'avais pris un petit calmant avant de venir. Tu vois. J'avais prévu le truc. Regarde, tu deviens tout rouge déjà. Pour les auditeurs qui le voient pas. C'est les auditeurs. Je peux vous dire que déjà, je suis. Bon, cela étant. Tu sais que je suis très, très, très critique sur l'Europe par rapport aux véhicules autonomes au sens large, bien sûr aux taxis et particulièrement aux navettes autonomes. Pourquoi ? Parce que le monde entier, dans les pays développés, enfin dans les zones développées avec un haut pouvoir d'achat du monde entier, ça existe. Je ne dis pas que ça existe comme un des prototypes, y compris à Londres, ça existe commercialement. Sauf en Europe. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les Européens sont devenus totalement cons, totalement aveugles, etc., etc. Donc, à un moment donné, on est obligé de se dire, il se passe quelque chose. Alors, oui, je pense que les Européens n'ont pas vu le coup partir. Donc, ils courent derrière la balle. Cela étant, ils ne courent pas très vite. Et on peut se dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Bon. En 2026, les Européens ont dit, OK, on va quand même bouger. Et on va faire, donc ils sont en train de mettre en place un programme qui s'appelle les testbeds. Okay, pas un nom très marketing, il faut l'avouer, mais enfin bon, je veux dire, l'administration ne lui demande pas de faire du marketing. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Oui, ça pourrait s'améliorer ça. Et donc qu'est-ce que c'est le testbed ? Le testbed, c'est de dire, en fait, ce serait bien qu'il y ait une régulation européenne pour les véhicules autonomes. Donc l'idée de dire, donc si vous voulez, en gros, le cerveau a fait tac, ah oui, il se passe quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose, on va faire le testbed. Et en fait, ce que je comprends, parce que du coup, le testbed essaie de se mettre en place, l'objectif, c'est que ça arrive quelque part en juillet pour qu'en 2026, on puisse avoir quelques taxis autonomes qui circulent et puis qu'on augmente la chose. Et en fait, ce que je comprends, c'est que chacun des pays a son propre administration qui valide, qui homologue les véhicules. Et qui se disent, attends, stop. Si on met une organisation européenne qui valide les véhicules et que nous, on a déjà des législations indépendantes sur les véhicules autonomes, la législation allemande, la législation italienne, la législation française, la législation belge sur les véhicules autonomes, elles ne sont pas pareilles. Qu'est-ce que vont faire ces gens dans ces administrations ? C'est un vrai problème. Et donc, en ce moment, on est dans une espèce de guérilla administrative entre l'Europe et les pays pour savoir quelle régulation ou quel type d'homologation, est-ce qu'on homologue un véhicule, est-ce qu'on homologue l'ensemble du système de conduite, c'est-à-dire le véhicule, la supervision, la sécurité, la data privacy, etc., etc. Donc il y a toute une discussion. Donc je ne désespère pas, dans le sens où il y a une prise de conscience, c'est fait, il y a un programme, c'est fait, il doit normalement être mis en place avant juillet, je pense que ce ne sera pas fait. J'espère, et nous espérons tous qu'en 2026, ce sera fait. Et ce qui voudra dire qu'on pourrait éventuellement avoir des tests, parce que ça s'appelle testbed, ça s'appelle comme pas commercial bed, des tests en 2027. Ouais, mais tu vois bien que ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? On a le droit d'être optimiste. Mais là, non, c'est plus être optimiste, c'est être utopiste, si tu veux. Non, t'as un autre truc. Regarde, les jeunes, si tu prends, et alors c'est peut-être plus les jeunes parisiens, mais en tout cas, regarde les moins de 25 ans, combien passe le permis de conduire ? De moins en moins. 1, parce que ça coûte toujours plus cher. 2, ça les enquiquine parce que justement, ils se disent qu'ils n'auront pas besoin d'apprendre à conduire. Il y en a puis même envie d'avoir une voiture, ça coûte aussi pour les gens. Et donc c'est ça qui est marrant, c'est ça se trouve, c'est la jeune génération, au bout d'un moment, de toute façon, personne ne saura conduire, donc on va être obligé de les entre les jeunes qui ne sauront pas conduire et les personnes d'un certain âge qui ne pourront plus conduire. Et qui continueront un peu, qui continuent à tuer un peu plus de jeunes. Cette harmonisation, elle peut se faire par couche, c'est-à-dire le système le système de conduite, où est la data, je fais un mauvais jeu de mots. Il y en a déjà beaucoup de couches, tu sais. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est assez drôle. Et c'est fou, en fait. C'est vraiment... tu as commencé par ça, d'ailleurs, c'est une question d'adaptation, en fait. Et tu te rends compte que
en Europe et particulièrement en France, on ne sait pas s'adapter rapidement, tu vois. Et moi, je pense que dans les années qui viennent, conduire, alors on va me prendre pour un fou, mais ce sera aussi archaïque que d'avoir un cheval, si tu veux, pour te déplacer, en fait, avoir une voiture, avoir son permis. Et ça, tu vois, c'est là où je te rejoins pas, Yves, et pourtant tu sais que j'adore ce que tu dis, mais j'étais récemment là à Bruxelles où je faisais, le matin, il y avait la patronne de BYD qui faisait une keynote, et moi je faisais celle de l'après-midi. Et il y avait dans la salle des constructeurs automobiles, tout leur réseau de distribution. Et je te confirme que non, ils n'ont toujours pas compris. Et moi, j'ai commencé en disant, regardez, BYD arrive, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Aussi bien sur les voitures électriques chinoises que sur les voitures autonomes, ils veulent faire en sorte qu'il y ait des réglementations européennes pour empêcher ces compagnies de venir. Mais ils se sont pas dit, tiens, je vais peut-être me mettre à développer ça, en fait. Donc, quand tu dis que tu es au... Non, mais c'est hyper important, quand tu dis que tu es au niveau du test, alors que les autres, ils sont au niveau de la commercialisation. Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la voiture autonome, on va se retrouver exactement de la même façon que sur les produits tech, c'est-à-dire ils sont tous américains ou chinois. On va se retrouver exactement dans la même chose au niveau du cloud, ils sont tous américains ou chinois, dans la même chose au niveau de l'IA. Et là, ça arrive. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça va arriver dans la voiture, mais après, derrière, il y a les camions qui arrivent. Donc, toute cette industrie, qui était une industrie qui était importante pour l'Europe, l'industrie automobile, ils sont encore en train de se poser des questions. Ils font des tests. Les autres arrivent et commercialisent. Même pas, ils reviennent en arrière. Stellantis a coupé tout son budget IA cette année. Si on en avait parlé. Oui, on avait parlé. Ils avaient, niveau 3, ils ont dit on arrêtera de développer du niveau 3. Et finalement, bon, là, ils ont signé avec Mercedes, Nissan, etc. Et Mercedes a signé avec OpenAI, tu vois. Oui, mais ils ont signé là avec cette start-up Wave. Là, on est à la veille des élections, puisque dimanche, on vote. Okay, le premier tour. Enfin, allez-y, allez voter. Je pense que c'est vraiment important. Eh bien, j'ai regardé un peu les programmes, en tout cas dans mon village, mais mon village, c'est pas la référence. Moi aussi, j'ai regardé. Mais on va rigoler. Voir s'il y avait des programmes justement sur le véhicule autonome. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des municipalités en France qui disent... Est-ce qu'on achète des bus ou est-ce qu'on achète des petites navettes qui se promèneront? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? On va sur Internet et on dit, y a-t-il en France une liste électorale de droite, de gauche, du milieu, de haut, de bas, des gros, des petits, des machins, qui parlent de ça, d'une manière ou d'une autre, qui disent j'en veux pas, ou j'en veux beaucoup, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de voter pour des gens qui vont diriger la cité, ou les cités. Oui. Pour ou la mobilité, 4, 5, 6, sécurité, mobilité. Souvent, ils sont renouvelés, et tant mieux, ça veut dire qu'ils ont fait un bon travail, au demeurant. Donc, pour plusieurs années, eh bien, il n'y a aucun programme qui parle de quelque chose qui existe déjà en dehors de l'Europe. C'est assez sidérant de voir que des gens... Parce que le plan de circulation d'une ville, c'est essentiel. Je veux dire, tout architecte vous le dira. C'est essentiel à la cité. Quelles sont les villes, les rues passantes, les rues en sens unique, les rues interdites... Les quartiers qui vieillissent, où il va falloir amener justement ces véhicules pour faire bouger les gens. Eh bien, on n'en parle pas. Mais moi, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne connaissent rien du sujet, en fait. Et tu vois, mais moi, je t'interromps, j'étais même allé plus loin. C'était avec un des patrons de Transdev, très visionnaire, mais qui discutait avec les élus. Il leur disait, mais est-ce que là, vous allez acheter un autocar ou 4 autocars de 60, 70 places, je ne sais pas combien il y a de places dans un autocar. Et est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon choix? Est-ce qu'il ne faudrait pas acheter 5 navettes de 12 places qui, alors avec un chauffeur au départ, mais qui un jour seront autonomes et qui vont vous sillonner tout ça? Et il dit, mais je me suis heurté à des gens qui ont dit, non, mais vous voyez passer des cars scolaires, il n'y a plus que 3 élèves à l'intérieur, enfin ça sert à quoi? Ne serait-ce que ça. Mais derrière, vous allez avoir vos... Enfin, il dit qu'il n'y avait aucune idée, enfin la mobilité, c'était pas du tout ça pour eux. Oui, mais comment tu veux que ça se passe autrement? En fait, si tu es un petit peu rationnel, tu te dis que des gens qui sont élus, déjà la plupart du temps, ils ont un autre métier à côté. Donc en plus, ils gèrent aussi leur ville. À quel moment tu penses qu'ils peuvent être au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans la tech? Déjà, les gens qui sont dans la tech, il faut courir après pour... Sujet. Non, mais en réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quand tu dis, et moi j'ai fait le même exercice, il n'y a rien dans les programmes, mais pas que sur la voiture autonome, il n'y a rien sur l'IA, il n'y a rien sur l'éducation des populations à l'usage de l'IA et qui va profondément changer la façon dont on vit, professionnellement évidemment, mais personnellement, il y a zéro. Mais il y a zéro parce qu'ils n'en ont pas conscience, ils n'ont pas été formés. Et quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe... Et pourtant, ils n'ont pas de chauffeur, les maires. Je te retourne la balle. Parmi nous, est-ce qu'il y en a un qui est sur une liste électorale? On a une responsabilité, on ne s'engage pas. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne peux pas dire... Non, je ne suis pas d'accord, Yves. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Il y en a parmi nous qui sont sur une liste, là? Non, mais je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Pourquoi il y a une parole?
Non, mais pourquoi je vais dire le respecter. Alors là, est-ce que je peux juste répondre à ça? Parce que là, je suis pas d'accord. Moi, pendant, ça fait 30 ans que je suis dans la tech, si tu veux. Pendant de longues années, j'ai essayé de bosser avec des gens du gouvernement, de bosser avec des gens des municipalités. C'est pas leur sujet, ça les intéresse pas. Et parce qu'aujourd'hui, si tu veux y aller, bah tu vas non seulement rentrer dans des jeux politiques qui sont pas ce que j'ai envie de faire, et tu arriveras juste à t'épuiser pour rien. Ça peut être leur sujet, parce que moi j'en connais aussi quelques élus, ça peut être leur sujet, mais le problème c'est que ça passe pas au niveau de la population. Si tu commences à parler intelligence artificielle, ils vont dire « Ah oui, vous voulez voter pour un truc qui va supprimer les emplois. Bon d'accord, allez hop, je me retire. » Non mais tu sais que c'est ça. Mais parce que l'intérêt individuel en politique étant de dire comment je vais me faire réélire passe avant l'intérêt collectif. Mais on devrait au contraire former les gens et leur faire comprendre. Et en effet, conseiller des politiques, c'est pas si évident que ça. Il y a du lobbying, il y a plein de choses à faire, et c'est un peu dommage des fois. Ils aiment pas être éclairés sur les bons sujets. Ah non, c'est clair. Ils sont pas forcément. En tout cas, il faut qu'ils soient auto-éclairés. Hein, c'est ça. On espère qu'ils seront beaucoup plus éclairés sur ces histoires de mobilité. Très rapidement, il nous reste un peu moins de 7 minutes là, pour deux sujets importants. Les entreprises chinoises s'inquiètent de l'utilisation d'OpenClaw. OpenClaw, alors juste en deux mots, qui en dit un mot? Salim, rappelle-nous votre OpenClaw, finalement, pour la faire simple pour tout le monde, voilà, c'est un réseau d'IA qu'on peut installer en local, c'est de l'open source, et on peut demander à peu près tout ce qu'on veut à la machine, et ça va le faire à notre place. Donc ça, c'est assez fabuleux. Les IA qui parlent entre elles. Voilà, des IA qui parlent entre elles, des agents qui se set-up tout seuls. Donc typiquement, pour être très concret pour les gens qui nous écoutent, c'est je vais mettre, notamment, ça se fait beaucoup là, moi j'ai quelqu'un dans l'équipe, il est à fond dessus. J'ai dit, on le mettra dans l'entreprise, peut-être plus tard quand la peinture sera pas aussi fraîche, mais donc tu prends un Mac Mini par exemple, pour ne pas le nommer, tu mets ton OpenClaw dessus, et après tu commences à converser avec lui, soit au téléphone, soit avec WhatsApp, et tu lui dis de faire exactement ce que tu veux sur ta machine, c'est-à-dire envoie-moi des emails, commande-moi un Uber, trie tous mes fichiers dans mon Drive, etc. Donc c'est assez remarquable. D'un autre côté, pour tel client. D'un autre côté, comme toute IA, il y a des moments où ça part un petit peu en cacahuète, on dirait. Et donc là, il faut le récupérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mettre en place et de façon en prod, comme on dit, dans une entreprise, c'est pas quelque chose que je recommande, et en tout cas pas pour la mienne en tout cas. Eh ben c'est ce qu'ont dit les Chinois. Oui, en effet. Les banques et certaines administrations. Non, il y a beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de boîtes de la tech se passer ces dernières semaines de dire aux employés attention, s'il vous plaît, commencez pas à jouer avec ça sur les parce que il y a eu un exemple tout bête. Je crois que c'est une des responsables de Meta qui avait tout installé bien et tout, et on peut mettre des règles pour dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Sauf que comme ce sont des IA autonomes, de temps en temps, elles arrivent à se dire tu m'as donné tel ordre, mais c'est comme un enfant, ça se dit ouais mais je vais peut-être le tester comme ça, et ça s'auto-recode un truc qui contourne, et donc ça a effacé toute la boîte mail et les antécédents de cette dame. Donc elle a une boîte mail vide. Au moins elle avait un inbox 0, elle était contente. Voilà, et c'était sa boîte professionnelle. Donc ça fait partie des petits trucs, c'est comme on leur commence à leur donner de l'autonomie à prendre des décisions, et OpenClaw là, a été réputé, ça commence à partir un peu en cacahuète, et il va falloir bien cadrer quand même ces IA. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourra? Et c'est ce qu'on prenne les Chinois, parce que les Chinois, justement, ils ont vu que les entreprises, les gens utilisaient, ils sont devenus parmi les plus gros utilisateurs au monde. Et là, il y a des entreprises chinoises qui ont dit oh là là, parce qu'ils se rendent compte, c'est comme les réseaux sociaux. C'est une révolution. Ouais. Je pense que traiter ce sujet-là en 5 minutes, c'est pas possible. Donc on va aller vite. C'est une révolution fondamentale, parce que qu'est-ce que c'est? Ce sont des robots qui créent eux-mêmes des robots, pour faire un certain nombre de tâches, entre guillemets, à notre service. C'est des IA, parce que robots dans la tête des gens... Oui, c'est ça, c'est plus des IA, t'as raison. Du logiciel. Qui est des dérives, qui est des loupés, qui est tout ça, on est d'accord. Mais enfin, honnêtement, quand vous apprenez à marcher, quand un enfant apprend à marcher, c'est quoi? Il tombe. Quand on apprend à faire du vélo, on tombe. Donc, que OpenClaw tombe, c'est juste normal. Dans quelques temps, il ne va plus tomber. Okay, c'est une révolution fondamentale. Je pense qu'on va en parler beaucoup dans les émissions à venir de Tech & Co. D'ailleurs, Nvidia a dit qu'il allait faire son OpenClaw à lui. Et donc, NemoClaw, il appelait ça. C'est parti, et c'est parti big time. C'est-à-dire, c'est parti gros. Maintenant, revenons à la Chine, puisque c'est la question. Il y a 2 jours, j'étais avec un ami chinois qui m'a dit « Yves, tu sais pas ce qui se passe en ce moment en Chine, parce que c'est compliqué à mettre sur son ordinateur. » Oui. En ce qui me concerne, moi je ne sais pas le faire. Okay, donc j'ai des amis qui sont plutôt très bons. Eux-mêmes m'ont dit Yves, c'est vraiment galère. Si tu veux, on viendra une journée te l'installer. J'imagine c'est compliqué. Ouais, on viendra une journée te l'installer. Ok, donc pour le moment c'est compliqué. Et ce qui se passe en Chine, c'est que des étudiants et des entreprises
gracieusement, ont mis des petits stands dehors, dans la rue. Et si vous voulez installer OpenClaw, vous allez voir ces spécialistes, ils sont quand même 1,3 milliard, donc ils en trouvent, des spécialistes, j'entends, et tu vas dans la rue, comme tu vas acheter ton pain, et là c'est gratuit, on t'installe OpenClaw. Et donc, c'est configuré, c'est cool. l'adoption d'OpenClaw en Chine, c'est dingue. Et comme c'est dingue, évidemment, et comme il y a des bêtises, parce que faire du vélo, on tombe, apprendre à marcher, on tombe, il y a évidemment beaucoup de conneries. Mais ce que dit le gouvernement chinois, c'est un petit peu différent. Parce que pour faire ça, et c'est ce que tu disais, OpenClaw quasiment prend le contrôle de ton ordinateur ou de ton smartphone. Et évidemment, le gouvernement chinois, qui a des administrations aussi compliquées, parce que le Parti communiste, c'est un peu d'administration quand même. Je veux dire, bon, c'est pas tellement les entreprises privées. Dit, mais si OpenClaw commence à prendre une société américaine, à rentrer dans tous les ordinateurs et prendre le contrôle des ordinateurs de l'administration chinoise, ça va être compliqué. Mais ce qui est important de voir pour moi, c'est que on a passé un cap, on a passé une frontière. Je pense que ces dernières semaines resteront dans l'histoire de la tech et de l'intelligence artificielle et que le nom d'OpenClaw est gravé dans le marbre, dans l'histoire de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde entier, la plus grande adoption, puisque c'est de l'open source, c'est la Chine. Et ça veut dire que les Chinois ont passé le cap intellectuel, sociétal, de se dire on rentre dans le monde de l'AI. Et ça, c'est pas un petit changement. Ouais, enfin, c'est pas étonnant que ce soit la Chine, parce qu'en fait, la Chine, depuis toujours, il n'y a pas tellement de droits, si tu veux. Donc, tu te dis pas, est-ce que oui ou non, finalement, je vais utiliser quelque chose qui peut me bypasser, parce qu'ils sont toujours bypassés par le gouvernement. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement se dit, ah ben non, d'habitude, c'est moi qui contrôle, et aujourd'hui, je ne peux pas contrôler cet OpenClaw. Et là où moi, je trouve, je vais pas me faire d'amis, mais quand je dis ça, parce que il n'y a pas que des choses mauvaises en Chine, là où je trouve que le gouvernement chinois est très bon, c'est qu'ils arrivent à se rendre compte suffisamment tôt, et ils ont fait la même chose avec les réseaux sociaux, de qu'est-ce qui est bon pour ma population, et donc pour mon pays, qu'est-ce que je dois laisser passer et ne pas laisser passer. Là où ils sont en train de le réglementer, nous, on en revient à nos politiques, ils sont même pas au courant de ce qu'est un OpenClaw. Tu vois. Et donc aujourd'hui, la diffusion, elle va se faire massivement et elle est très dangereuse aujourd'hui. Le message est lancé dans une semaine électorale. Un dernier mot là-dessus, on n'aura pas le temps de traiter les autres sujets. Fanny, tu voulais rajouter un truc sur OpenClaw ? Non, c'est bon. Voilà. On va y revenir. Voilà, on y reviendra. Et d'ailleurs, tu viendras nous parler, parce que j'aurais aimé, bon, on n'a pas le temps, mais c'est les hackers sont des menteurs. C'est l'ANSSI qui sort ça, qui dit que sur 196 fuites de données revendiquées, seulement 80 ont vraiment été, pour l'ANSSI, ont été vraiment confirmées. Je pense que c'est à la fois une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre quand même qu'il n'y a pas eu tant de suites de données que ça. La mauvaise, c'est que, vous savez, Pierrot et le loup, on crie au loup. Et là, il y a plein d'entreprises qui vont dire « Ouais, bon, finalement, la fuite de données, c'est comme tout le monde. » Et je trouve que communiquer là-dessus, pour moi, c'est pas une bonne chose. On est d'accord. Surtout en ce moment sur la cyber. Et puis, on aura l'occasion, on reparlera dans le cadre d'une autre émission sur une nouvelle architecture de calcul quantique hybride. Tu nous expliqueras tout ça. Merci à tous les trois d'avoir été aussi vivants sur ce débat. Fanny Bouton, directrice du Quantique chez OVH Cloud, Yves Met, operating partner chez Jeune Capital, Salim Nassur, fondateur de Mars, et nous on se retrouve dans un instant, alors déjà avec le Tech Flash, tout ce qu'il faut retenir de l'actu tech de la semaine, vous avez vu, de la journée, et c'est assez fort avec Julien Thibault, et puis ensuite on aura 4 finalistes, restez avec nous parce que vous allez voir, c'est des sociétés absolument passionnantes, on va parler biorésine, on va parler biodéchets, on va parler batterie, enfin vous allez voir vraiment, restez avec nous, ce sont les finalistes des Tech for Future présentés le 13 avril par François Sorel, c'est la catégorie environnement et énergie. À tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Allez, tout ce qu'il faut retenir de l'actu de la tech aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur BFM Business, le Tech Flash avec Julien Thibault. Bonsoir Frédéric et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une de l'actualité tech, WhatsApp ouvre officiellement sa messagerie aux moins de 13 ans. Des comptes supervisés qui devront être créés et gérés par les parents. Les enfants auront accès uniquement aux appels et aux messages avec plusieurs fonctions désactivées. Et pendant ce temps, Amazon va lever un montant record de plus de 14 milliards d'euros de dettes sur les marchés européens. Une émission qui s'ajoute à une levée de près de 37 milliards de dollars réalisée aux États-Unis cette semaine. Au total, le groupe prévoit près de 200 milliards de dollars d'investissement cette année, notamment dans le cloud et l'IA. Et du côté du Japon, Uber prévoit de lancer un test de robotaxi à Tokyo d'ici la fin de l'année.
Un partenariat avec Nissan et la start-up britannique Wave, spécialisée dans la conduite autonome. Les véhicules seront testés dans la capitale japonaise avant un éventuel déploiement dans les grandes villes à travers le monde. Et puis un mot de santé maintenant, avec une levée de fonds importante pour la start-up française, alors Wave, c'est le même nom mais c'est W-A-I-V, issue de la biotech Hawkin. Et oui, près de 33 millions de dollars levés par Wave. L'entreprise développe des tests pour diagnostiquer certains cancers grâce à l'intelligence artificielle. L'objectif est d'aider les médecins à analyser plus rapidement les données médicales et à mieux choisir les traitements pour les patients. Dans la défense maintenant, Thales a présenté Sky Defender, un système de défense aérienne multicouche qui doit permettre de repérer et neutraliser des menaces jusqu'à 5000 km. Elle s'appuie sur une combinaison de radars, d'intercepteurs et surtout d'intelligence artificielle pour surveiller de vastes zones aériennes. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour un nouvel épisode de quoi je me mail avec François Sorel. Au programme cette semaine, Nothing, le fabricant de smartphones anglais, est venu nous présenter ses dernières sorties produits. On écoute un extrait tout de suite. C'est un petit écran qu'on peut configurer et on va pouvoir avoir, par exemple, là quand je fais ça, c'est le volume qui va évoluer. Okay. Quand je l'arrête, je vais passer sur l'horloge. Il y a des petites fonctionnalités également d'intelligence artificielle, puisque quand on parle d'évolution, on n'avait aucun bouton d'intelligence artificielle il y a 3 ans quand on a lancé le premier smartphone. Là maintenant, on a un bouton dédié sur le côté. Si j'ai mon téléphone qui est posé sur la table comme ça, je fais un appui long sur le bouton et immédiatement, je vais déclencher ce qu'on appelle le flip to record. Et donc, du coup, là, ça va se mettre à clignoter et à enregistrer. Et donc, du coup, là, je suis en train d'enregistrer notre rendez-vous. Une fois qu'on va avoir terminé... Vous n'êtes pas obligé parce qu'on enregistre nous aussi. Exactement. Mais on ne sait jamais, je préfère vérifier. On sait jamais. Et comme ça, à la fin, je reclique sur le bouton et là, ça me l'enregistre automatiquement dans ce qu'on appelle Essential Space. Et là, je vais pouvoir avoir ici les informations, la retranscription de ce qu'on vient de se dire, un résumé point par point, François a dit ça, Xavier a dit ça, et je peux le partager pour avoir derrière un compte-rendu de notre réunion. Voilà, c'était ce qu'il fallait retenir de l'actu tech de la journée. Voilà, ça s'est passé aujourd'hui dans notre univers, dans notre écosystème. Allez, tout de suite, le 13 avril, ce sera les remises des Tech for Future. On va découvrir 4 des finalistes tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, en route vers Tech for Future. Voilà, le plus grand concours de start-up en France, 845 candidatures, 126 pitchs, 30 gagnants dans tous les territoires, et puis il y aura 6 grands gagnants. Il y a 6 catégories, data IA, environnement, énergie, on va en parler ce soir, impact, industrie, santé, et start, ce sont les pépites, les très jeunes start-up en phase d'amorçage dans tous les domaines. Voilà, on est allé chercher partout, et donc il y aura une grande soirée, ce sera le 13 avril, présentée par François Sorel, Tech for Future. Et on va en parler de tous ces sujets avec nos invités. Je voulais vous présenter dans l'ordre, voilà, dans lequel ils sont installés sur le plateau. Théo Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de VeraGrow. On est dans VeraGrow, c'est ça. On est dans la transformation des biodéchets, c'est ça, et pour organique, en biostimulant agricole. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. À vos côtés, Inès Tauroux, bonsoir. Inès, bonsoir. Vous êtes fondatrice et PDG d'Inceres, c'est insecticide à base d'huiles essentielles. On va comprendre pour chacun vos technologies. Vous allez nous les expliquer. Stéphane Duquesne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et président de Toro. Alors, T-O-R-O-W, là je dis pour ceux qui auraient envie de chercher, qui nous écoutent en radio. Et là, on est dans la batterie tout solide. On en a parlé au CES d'ailleurs, en disant qu'il y avait des sacrées évolutions dans ce domaine. Tout solide au sodium, donc sans cobalt, sans nickel, sans tous les métaux critiques classiques. Et puis Pauline Weinmann, bonsoir. Pauline, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et PDG d'Alternative Innovation. Là, vous développez une biorésine et on va comprendre qu'elle est utilisée dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, je vais commencer par vous. Alors, ce qui est bien, c'est que vous venez de régions différentes. Je vais commencer avec vous, Pauline, donc fondatrice Alternative Innovation. Vous venez c'est de la Marne, hein, c'est ça ? Exactement, de Reims. Voilà, la partie Grand Est. Alors, votre biorésine s'appelle Alterskin et elle a une propriété de mémoire de forme. Alors, racontez-nous un peu comment tout ça est utilisé, notamment. Alors, j'ai vu, vous utilisez dans le luxe, l'automobile. Et alors, quel est le bénéfice par rapport à ce qui est plus synthétique ?
Alors en fait, effectivement, donc nous on a développé une biorésine issue du végétal pour remplacer tout ce qui est plastique souple, pétrosourcé, type polyuréthane et PVC, pour ceux qui connaissent un petit peu les plastiques souples. Et on a développé cette biorésine qui est 100% biosourcée, 100% ressourçable. C'est-à-dire, je vous interromps, Oui. si je suis dans le... Je parlais du luxe et de l'automobile, on la retrouve où? C'est le plastique des fauteuils de voiture C'est ça, alors j'ai pris un petit exemplaire Voilà, pour vous montrer. voilà, donc vous déroulez Voilà, donc en fait on fait de la toile enduite. Donc notre biorésine, c'est ce qui est sur le dessus. D'accord. C'est coulé sur du textile. Et donc comme c'est 100% végétal, ça vient remplacer les toiles enduites type polyuréthane et PVC qu'on peut trouver dans la maroquinerie, dans l'automobile ou dans l'ameublement par exemple. Alors c'est composé de... Alors c'est de l'amidon de maïs, de son ou De son de riz ou de blé. Alors vous avez réussi quand même avec cette technologie. Vous êtes, on rappelle, vous êtes fondé en 2021, vous êtes 4 personnes aujourd'hui. D'ailleurs, issus de quelle filière? Chimie Alors, on a un petit peu de tout bord. Oui. Moi, j'ai plutôt un profil commercial. J'ai ma CTO qui est donc ingénieur en chimie fine. Et puis après, on a d'autres ingénieurs qui travaillent aussi dans les laboratoires, plus dans la plasturgie. Et puis, marketing aussi, très important. Alors, vous nous avez monté cette toile, mais justement, on se dit quand on est sur quelque chose qui est 100% biosourcé, on parlera du prix tout à l'heure, mais déjà en termes de résistance, parce que voilà, on sait que tout ce qui est pétrosourcé, il y a une résistance, enfin, toutes ces résines sont assez résistantes, hein, on les utilise au quotidien. Est-ce que ça, c'est l'un des principaux défis qu'il a fallu que vous releviez? Tout à fait. Alors, la technologie qui est brevetée, en fait, elle offre une souplesse, une mémoire de forme, c'est-à-dire qu'on peut l'étirer, j'ai un exemplaire ici, on peut l'étirer très, très fortement et ça revient à sa forme. D'accord. Donc là, vous avez comme une feuille comme de plastique, vous la tirez comme une on crêpe. Le tire, c'est ça, et ça revient à sa forme. Et c'est ce qui donne à la fois résistance et souplesse, comme le plastique, mais sans plastique. D'accord. Mais ça va être quoi? C'est le procédé, c'est cet amalgame d'amidon de maïs. Et qu'est-ce que vous rajoutez en plus pour que justement on ait cet effet-là avec Alterskin? Alors, on ajoute à une base polymérique qui est donc de l'amidon de maïs, un additif de souplesse qui apporte des propriétés de résistance, de souplesse, qui est anti-UV, enfin tout ce que demande finalement un plastique souple. Il faut exactement. répondre aux mêmes. Donc c'est ça qui est breveté, et c'est ça notre secret de fabrication. Et alors, est-ce que je me retrouve avec des toiles comme vous venez de nous présenter? Je dois en produire beaucoup. On parlera du passage à l'échelle après, mais en termes de prix, est-ce que c'est beaucoup plus cher? Alors évidemment, là vous démarrez, il y aura une phase d'industrialisation qui viendra, on l'espère pour vous, mais en termes de prix, vous estimez qu'un jour, vous serez au même prix que ces matières pétrosourcées? Tout à fait, c'est l'idée. Donc bien sûr, quand on est en montée en échelle, aujourd'hui, on est un peu plus cher que des matières plastiques, mais par rapport à une toile enduite de forte qualité, on est compétitif. On arrive à être compétitif dès notre entrée en marché. Donc c'est plutôt positif. Et l'idée, c'est encore de réduire les coûts avec les montées en échelle. On va revenir dans un instant justement sur la partie industrialisation, la supply chain, comment vous nourrissez tout ça. Et puis, c'est vrai que c'est des matières, parce que j'entendais en ce moment le recyclage, notamment du plastique, on en parle beaucoup, avec ce qui se passe tragiquement aujourd'hui, là où tout le monde se pose la question, on se repose la question du pétrole. Voilà, si un jour on a moins de pétrole, eh bien, comment vivre? Et le recyclage du plastique sont en train de faire j'ai vu que les actions ont monté de certaines entreprises. Inès Torou, donc fondatrice et CEO d'Inceres, fondée en 2021, vous êtes aujourd'hui, c'était une vingtaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, alors, insecticide à base de biocontrôle à base d'huiles essentielles, alors évidemment plus respectueux de l'environnement, parce que vous concourez, rappelons-le, pour la catégorie environnement. Et alors, ce que j'ai lu dans votre technologie, ça permet de pénétrer la plante pour offrir une protection plus importante, mais je me dis, les huiles essentielles, ce qu'on en connaît pour des béotiens comme moi, ça s'évapore quand même. Comment on arrive à rentrer un peu? Oui, alors les huiles essentielles sont considérées comme des composés organiques volatiles. En fait, en agriculture, c'est très peu développé. On a une solution qui était développée les 10 dernières années, mais c'était une solution de contact. Donc en agriculture, ce que ça veut dire contact, c'est-à-dire qu'on pulvérise un produit et puis ça va brûler par contact. Ce qu'on a réussi à faire avec des huiles, en tout cas un mélange d'huiles essentielles, c'est d'avoir un produit qui ne marche pas du tout par contact,
qui pénètre dans la plante va circuler dans les vaisseaux de sève et va être ingéré directement par l'insecte. C'est là votre. En fait, c'est une vraie technologie dans le sens où c'est le mode d'action de produits phytosanitaires qui ont été retirés du marché. D'accord. Typiquement les néonicotinoïdes dont on a beaucoup parlé dans l'actualité. C'était un de leurs modes d'action. C'est aussi un mode d'action du spirotétramate qui vient d'être retiré aussi du marché l'année dernière. Donc, c'est pouvoir rentrer par extérieur. Exactement. En fait, le mode d'action systémique par ingestion pour les insectes piqueurs-suceurs, c'est un mode d'action assez performant qui est normalement celui des pesticides de synthèse. Nous, on a réussi à faire ça avec des molécules 100% naturelles. Et l'intérêt aussi, c'est qu'avec ce mode d'action-là, on n'a aucun effet sur les insectes auxiliaires, typiquement coccinelles, pollinisateurs, parce qu'on est 100% biodégradables et qu'on n'a aucun effet de contact sur les autres insectes. Et puis, on a réussi à avoir un produit qui est déjà opérationnel, qui est à un coût un peu inférieur des produits phytosanitaires. Donc, c'est un peu la force, de notre innovation. Regardez des résultats, enfin, vous affichez en tout cas des résultats d'efficacité supérieurs aux pesticides chimiques. Alors, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, les pesticides sur lesquels on s'est testé, on a validé une efficacité meilleure, c'est aussi des pesticides qui commencent à démontrer de la résistance. C'est un peu comme en santé avec les antibiotiques. Okay. Quand on utilise toujours les mêmes molécules, il va y avoir des phénomènes d'accoutumance ou de résistance. En fait, c'est là-dessus où des pesticides aujourd'hui utilisés, on arrive à être plus performants qu'eux, mais parce que sinon on n'a aucun phénomène de résistance sur nos produits. Et quelles sont justement les filières où c'est le plus spectaculaire là, pour protéger la plante, on le rappelle, le but c'est ça. C'est pas tant les filières les plus spectaculaires, c'est les filières qui en ont le plus besoin, puisqu'il y a des filières qui sont réellement en impasse technique. C'est le cas de la filière betterave, par exemple, c'est aussi le cas de la filière pomme, c'est le cas de la filière aussi fruits rouges, cerises. En fait, il y a beaucoup de filières aujourd'hui qui ont des vraies problématiques on n'a plus de produits efficaces, et donc on arrive pour donner une réponse à ces filières avec un produit 100% naturel. Et je pose la même question qu'Apolline et je poserai à tout le monde. Mais en termes de prix, est-ce que du coup, le bidon d'huiles essentielles revient aussi cher que plus cher Justement, on arrive à se positionner moins cher. En tout cas, on est dans une fourchette parce qu'il n'y a pas un produit concurrent à nous, il y en a plusieurs. Mais on se positionne en dessous des très gros produits et je veux dire, on est en tout cas, on est dans les prix du marché. Ça, c'est plutôt bon. Très bien. Alors, on a vraiment des technologies très différentes, Stéphane Duquesne. Donc, alors, j'ai oublié de le dire. Hein, vous, Inès, vous venez, rappelez-moi. Voilà, Aix-en-Provence. Voilà, oui, et on a notre labo R&D qui est dans le Gard à Uzès. Voilà, je souligne, mais il n'y a pas beaucoup de start-up qui sont dans des petites villes. Voilà, donc plutôt cette région sud. Et là, on revient sur Paris avec vous, Stéphane Duquesne, donc fondateur, CEO et fondateur de Toro, Deep Tech parisienne. Alors, vous, la batterie solide. Alors expliquez-nous la batterie solide, parce que c'est vrai que on a tous une batterie que l'on voit, enfin qu'on pouvait voir avant selon les téléphones. On me dit mais elle est solide ma batterie, c'est du lithium et tout ça. Quelle est la différence par rapport à ce que vous proposez avec Toro? Dans la batterie que vous avez ici, en fait vous avez les deux électrodes qui sont séparées par un liquide. Ce liquide, c'est un acide qui est très toxique et qui pose beaucoup de problèmes, notamment sur la croissance dendritique. La croissance dendritique, ça va être possiblement les courts-circuits à l'intérieur de votre batterie, l'explosion, l'inflammation et tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Dans une batterie tout solide, vous remplacez ce liquide par un solide, c'est un métal qui a des caractéristiques très proches du liquide et qui change tout pour la vie de la batterie. Et en plus, qui chauffe moins, enfin, il y a moins d'accidents. Quel est l'avantage? Parce que est-ce que c'est un avantage de fabrication coût moins cher? Est-ce que c'est un avantage de sécurité? Est-ce que c'est un avantage après dans le recyclage, ça se recycle mieux? Enfin voilà, quels sont les différences? Peut-être que c'est tous ces avantages-là en même temps. Hein. Oui, un petit peu. serait très bien pour vous. Un petit peu. Donc, on a des avantages d'un point de vue environnementaux aussi, puisque ça nous permet de travailler avec des métaux différents. Donc nous, on travaille avec le sodium métallique, ce qui nous permet de remplacer le lithium. Donc pas de lithium dans notre batterie, pas de cobalt, pas de nickel, vous l'avez dit tout à l'heure. Ensuite, on a des avantages, il n'y a pas d'emballement thermique non plus, donc pas de risque d'explosion, pas de risque d'inflammation. On a des durées de vie très longues. On a des plus que les batteries, les lithium-ion, enfin voilà, vous dépassez largement. Entre 10 et 100 fois plus, ouais. D'accord. Et avec un taux aussi de recherche, parce qu'on le sait tous, alors là, pour ceux qui nous écoutent en radio, je sors mon smartphone, mais on voit bien qu'on a tous, au bout d'une journée d'utilisation, on est à 20% le soir. Je pense que ça restera pareil, ça. Ouais. En fait, ça ne sert à rien que votre téléphone reste chargé pendant une semaine sans le recharger, ça ne sert strictement à rien. Étant donné qu'on va pouvoir le charger plus rapidement, vous aurez une batterie plus petite, donc vous ferez toujours une journée parce que vous aimez bien charger votre téléphone la nuit.
et vous aurez une batterie qui sera beaucoup plus petite, beaucoup moins consommatrice de métaux, qui par ailleurs est totalement recyclable également comme type de batterie. Donc on résout également cette problématique. Alors avec Toro, donc je rappelle installé à Paris, fondé en 2021, vous êtes 120 aujourd'hui. Enfin, on vous espère 200 un jour. Alors, vous êtes aussi un acteur quelque part de la souveraineté industrielle européenne, parce qu'on sait que si on parle des batteries plus classiques, donc avec cet acide, les batteries lithium-ion, enfin toutes celles que l'on connaît aujourd'hui, c'est plutôt une domination asiatique. Là aujourd'hui, ça reste, on reste dans nos frontières en tout cas. En tout cas, du sodium, il y en a beaucoup dans la mer, donc la mer, il y en a beaucoup partout. Et donc techniquement, cette ressource est abondante et accessible relativement facilement, donc pas trop de problèmes géopolitiques. Et donc il est possible effectivement d'installer une usine en France. Ensuite, il restera quand même des métaux nécessaires, d'autres qui sont pour l'instant encore souvent raffinés en Chine. Et donc, il faudra que la filière se structure de toute façon. Aujourd'hui, vous en êtes où justement? Vous avez un site de production déjà? Vous avez commencé? Alors non, pour l'instant, on est au laboratoire. On a d'ailleurs signé un contrat cadre récemment avec le CNRS et Paris-Saclay. Par contre, bonne nouvelle, puisqu'on a des échantillons qui fonctionnent, donc on a des prototypes de niveau laboratoire qui fonctionnent. Et donc l'objectif maintenant, c'est de sortir du laboratoire et de faire nos lignes pilotes. Et donc ça va être les enjeux des 3 à 4 prochaines années, d'avoir une ligne pilote pour fabriquer ces batteries en France. Et bien on va revenir justement, parce que je referai un tour avec l'industrialisation, le développement pour tous. Et puis avec nous, donc Théo Saint-Martin, alors là on part en Normandie, pas loin d'ici, Val-de-Reuil, hein, c'est ça? Donc avec Veragro, fondé, alors pareil, je crois, non, vous c'est un peu plus âgé, 2019, voilà, vous avez 2 ans de plus que nos autres invités, vous êtes une vingtaine aujourd'hui. Alors vous transformez, expliquez-nous, alors c'est des biodéchets organiques en biostimulants agricoles. Alors vous combinez le lombricompostage et l'extraction liquide. Alors racontez-nous vraiment dans les détails comment ça se passe. Voilà, donc on est aujourd'hui 16 collaborateurs, mais en réalité un peu plus. On a 25 millions d'employés, 25 millions de vers de terre. Et donc, en effet, ils transforment tous les jours des déchets organiques, donc des déchets qu'on leur donne comme nourriture, comme matière première. Et ensuite, on vient récolter lors d'éjection le lombricompost. Donc, les déchets organiques, c'est dans un élevage de bovins, voilà. Exactement, ça peut être du fumier, ça peut être autre chose. Mais chez nous, en Normandie, du fumier équin, du marc de café, des résidus de brasserie. Un mélange bien proportionné. J'ai resté dans le côté agricole, mais ça peut être dans le côté... Non, en fait, c'est une vraie industrie. Et donc voilà, après, on récupère lors d'éjection le lombricompost. Pourquoi? Le lombricompost, c'est le plus vieux fertilisant du monde. C'est vraiment un super produit pour toutes les cultures. Et l'innovation majeure de Veragro, c'est vraiment la suite. Ça réside dans le fait qu'on a développé un process liquide où on va extraire et concentrer tous les principes actifs, toutes les molécules d'intérêt, mais surtout toute la vie, les bactéries, les champignons qui sont propres aux déjections de vers de terre. Et on concentre ça sous un format liquide pour la grande culture. Ça c'est votre technologie, parce qu'on va dire le côté lombricompostage, voilà, à la limite, n'importe quel jardinier le fait. Et vous, c'est là où vous allez, avec l'extraction liquide, c'est ça, c'est là où votre technologie entre vraiment en marche. Quoi. Exactement. Il y a aussi en amont, mine de rien, on a développé des systèmes, des machines. En fait, les vers de terre, ils vivent dans des machines hors sol, sous un bâtiment, où en fait c'est automatisé, la nourriture, la récupération de leur déjection. Mais vraiment, comme vous l'avez dit, en effet, la vraie techno, c'est le process liquide, où là, on vient vraiment concentrer tout ce qu'il y a de chouette et surtout conserver la vie, les bactéries, les champignons, et ça, conserver la vie pendant 2 ans au sein de nos bidons. Et alors, j'imagine que pour vous, alors bien entendu, la technologie est importante, elle est au centre de tout ça, mais il vous faut, on n'arrête pas de parler d'IA aussi, on dit le carburant c'est la data, vous le carburant c'est les déchets, donc il faut monter toute une... C'est ça le plus compliqué, c'est cette supply chain, alors vous dites 25 millions de... Alors non, ça c'était les vers de terre, mais voilà, vous avez, il y a toutes les fermes, tous les barbrasseries, c'est ça le plus compliqué, c'est récupérer ces déchets. Non, c'est facile. Aujourd'hui, la data pour nous, c'est les essais agronomiques. C'est-à-dire qu'on a plus de 1000 essais agronomiques sur plus d'une trentaine de cultures où on est capable de démontrer qu'en moyenne, on arrive à gagner du rendement, c'est-à-dire de plus à 5, à 10, à 15, à 20% selon les cultures. Et ça, c'est montré comme si vous voulez, un book pour les mannequins. Regardez, on est capable, sur votre culture, d'aller gagner de la productivité, d'aller gagner du rendement et potentiellement aussi de réduire les quantités d'engrais à apporter à l'hectare. D'accord, c'est comme ça que vous réussissez à justifier tout ça. Aujourd'hui, vous travaillez, c'est des industriels de l'agro avec lesquels vous travaillez ? Non, ce sont directement les agriculteurs à travers les distributeurs que sont les coopératives agricoles ou les négoces agricoles. Donc nous, on passe par ces réseaux de distribution et donc c'est eux qui vont revendre nos produits auprès de leurs adhérents que sont les agriculteurs.
D'accord. Alors, en refaisant un tour, en reparlons un peu industrialisation, développement. Je reviens avec vous, Pauline. Donc, je rappelle vos tissus, vos toiles, voilà, faites avec cette biorésine. Voilà, je cherchais le terme. Comment vous réussissez justement, c'est un peu la même question qu'avec Théo, à sécuriser votre chaîne d'approvisionnement, parce que pour produire tout ça, il faut c'est de l'amidon, du son, du riz, enfin selon les produits. Alors déjà pour l'industrialisation, nous on est en montée en échelle et quand j'ai monté la société, pour moi c'était très important de sécuriser cette partie-là parce qu'on sait que c'est quand même très stratégique pour une start-up. Donc, je me suis adossée à des industriels dont c'est le métier et donc on commence la commercialisation avec ces industriels. Donc, ils sont capables de produire jusqu'à la tonne. Ils nous accompagnent à la fois sur la montée en échelle et jusqu'à la tonne. Donc, il nous permet quand même d'arroser les premiers marchés. Donc, ça, c'est vraiment notre volonté. Pour le sourcing, on s'approvisionne. On a des acteurs en France, en Europe, un petit peu dans le monde aussi, mais on essaye de toute façon, au fur et à mesure des années, on essaye au maximum de centraliser ça localement. Et derrière, justement, en bout de chaîne, vous parliez justement approvisionner. Alors, c'était le luxe, l'automobile. Aujourd'hui, vous travaillez déjà avec certains de ces industriels ? Alors, on a des contrats avec le luxe. On a aussi des industriels qui nous montrent leur intérêt et veulent développer leur solution, notre solution dans leur catalogue. Donc, oui, on développe, on est en business avec eux. Voilà. Souhaite d'y être. Tout ça est en train de se mettre en place. Inès, je me tourne vers vous. Sur la partie biostimulant, donc insecticide, donc à base d'huiles essentielles. Est-ce que c'est un univers, vous parliez tout à l'heure des néocorticoïdes, il y a beaucoup de réglementations, et vous, dans votre domaine, justement, est-ce que ça, c'est un... comment pas qu'on contourne, c'est pas le terme, mais comment on s'adapte justement à cette réglementation quand on arrive avec des produits biostimulants, c'est bien, mais ça doit quand même répondre à des critères européens en plus. C'est le point dur de notre sujet, c'est le point dur de notre métier. Pour certains, c'est l'industrialisation. Pour nous, c'est vraiment la réglementation. Alors nous, on a la chance d'avoir des solutions qui sont et à la fois biostimulantes et biocontrôle. Vous avez fait le lapsus, mais en fait, dans notre cas, ce côté-là... C'est quoi la différence biostimulante biocontrôle ? Alors, pour la partie usage, c'est le même, c'est-à-dire qu'un utilisateur agriculteur va utiliser soit un biostimulant, soit un biocontrôle dans son pulvérisateur agricole. Par contre, d'un point de vue réglementation, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, quand on est biostimulant, ça veut dire qu'on stimule des processus abiotiques. Donc, nous, dans notre cas, on a validé qu'on stimulait des processus d'antioxydation. Donc, on est naturellement des antioxydants. Et donc, pour ça, on peut commencer à mettre en marché nos solutions. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur le marché en tant que biostimulant. On a aujourd'hui, là, cette année, on vise de dépasser le 1 million d'euros de CA. Donc, on est assez avancé. On a 45 distributeurs aujourd'hui partenaires en France. Par contre, pour démontrer, en tout cas pour pouvoir vendre nos produits sous un aspect biocontrôle, là, c'est une autre histoire. Il y a un processus européen très lourd et très long en Europe. C'est-à-dire que pour la même utilisation, pour avoir une allégation insecticide, on va passer 5 à 10 ans dans des méandres réglementaires et dépenser 2 millions d'euros. C'est pour ça qu'on vise d'ailleurs le Brésil et l'export, parce qu'au Brésil, pour le même produit, c'est 1 an et demi et 150 000 euros. On entend ça beaucoup. Je donne la parenthèse, mais on est déjà une petite société qui part à l'export pour ces raisons-là. Par contre, en France, il y a un principe intéressant qui s'appelle les AMM d'urgence, AMM dérogatoires. Et quand une filière est dans l'urgence, dans le médicament, exactement. Donc la filière betterave est une filière en urgence par rapport aux néonicotinoïdes. Et donc pour la première fois cette année, on devrait avoir une AMM insecticide d'urgence sur la filière betterave. Voilà pour vous donner un peu le micmac. Alors on bascule on revient sur le stockage avec Toro, avec vous Stéphane Duquesne, donc la batterie solide. Au départ, alors évidemment, on aimerait avoir tous sur notre mobile et tout ça, mais est-ce que vous avez un marché de prédilection au départ qui va vous permettre ensuite d'aller vers la mobilité, on imagine, mais j'imagine les réseaux stationnaires peut-être au départ ? Les stockages stationnaires, pardon, plutôt. Oui, on est proche de gros producteurs ou de gros consommateurs, donc c'est probablement dans cette direction qu'il faudra aller dans un premier temps. D'accord. Ça veut dire, par exemple, hier, dans cette émission, on parlait des data centers qu'on doit déployer, etc. Et aujourd'hui, qu'ils ont alors en France, non, mais ils vont l'avoir aux États-Unis, souci d'énergie, de fourniture d'énergie. Ça peut être ce type de batterie qui peut être installée, ça peut être un des débouchés, par exemple. Oui, alors nous, on travaille sur la cellule dans un premier temps, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'intelligence autour de cette cellule et la manière ensuite de gérer l'énergie.
Évidemment, l'intelligence artificielle va être est déjà très consommatrice d'énergie. Les véhicules électriques, sont autant de stocks possibles qu'il va falloir aller chercher, piloter à distance pour pour faire tendre le marché de l'énergie vers un point le plus bas. En fait, si on a un stock gigantesque, déséquilibrer l'offre et la demande, on va tendre vers son point le plus bas en termes de coût et également en termes d'intensité carbone. En termes de développement, là je me tourne vers vous, Théo Saint-Martin. Donc je rappelle, vous êtes Veragro, donc la transformation de ces biodéchets organiques grâce au lombricompostage. Il y a une crise agricole aujourd'hui. On l'a vu, il y avait le salon de l'agriculteur qui était il y a quelques jours pas loin de nous. Qu'est-ce qui va convaincre un agriculteur de passer par votre technologie ? Nous, la première chose dans laquelle on s'est intéressé, c'est à son porte-monnaie. C'est-à-dire, vous achetez un peu de Veragro et vous avez globalement 19 chances sur 20 de faire x2, x3 par rapport à votre investissement. Ah oui, donc le rendement déjà. C'est du rendement agricole. C'est la première chose dans laquelle on s'est intéressé pour pouvoir, évidemment, l'intéresser. Dans un deuxième temps, ça va être aussi de pouvoir avoir un vrai impact environnemental sur la réduction des quantités d'engrais de synthèse à apporter au champ. Et en plus de ça, on a démontré aussi qu'avec nos produits, on va avoir un vrai côté régénérateur dans le sol, vu qu'on rapporte des bons éléments, des bonnes choses, des bonnes bactéries, des bons champignons. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et au final, Veragro, plus on en met au fil des ans, plus le sol va être en bonne santé. Et puis peut-être rappeler aux consommateurs, il y aura un petit label Veragro. Pourquoi pas ? Eh bien, en tout cas, merci à tous les quatre. C'est passé très vite. Et puis bonne chance. Donc vous êtes finaliste, je rappelle, de la catégorie environnement-énergie de ces technologies, de ces Tech for Future, qui seront présentées le 13 avril par François Sorel. Théo Saint-Martin, donc, cofondateur de Veragro dans la biodéchets organiques. Inès Tauroux, fondatrice et PDG d'Inceres dans les insecticides à base d'huiles essentielles. Stéphane Duquesne, fondateur et président de Taureau dans les batteries solides. Et Pauline Weidman, fondatrice PDG d'Alternative Innovation dans la biorésine. Voilà ces nouveaux tissus qu'on espère, tissus ou toiles, on espère avoir dans le luxe, dans l'automobile. Merci en tout cas à vous et puis bonne chance pour cette finale. Nous on se retrouve lundi soir. Ce sera François Sorel qui sera là. On continuera évidemment à parler de technologie parce que ça ne va pas arrêter dans les 3 prochains jours. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.